Frank Gehry, 6e épisode. Je commencerai par une petite annonce qui, j'espère, vous réjouira. J'ai obtenu l'accord de Frank Gehry himself et il sera donc sur cette scène en conversation avec moi le 22 juin 2017 à 19h. Venez à l'avance, je pense qu'il y aura du monde dans la salle. Donc Frank Gehry, le 22 juin, 22, pour une conversation que je voudrais orienter vers les musées, mais aussi vers son rapport à la France et à Paris. Comme vous le savez, un rapport ancien, sans cesse renouvelé, ininterrompu, puisqu'il est en train d'étudier un nouveau projet dans le bois de Boulogne, dont je vous parlerai dans la dernière séance. Donc, en tout cas, notez la date. Aujourd'hui, je voulais parler de Gehry et les musées, non pas de tous les musées de Gehry, il en manquera à l'appel, mais du chemin qui conduit à ce musée de Bilbao, dont vous connaissez l'image d'ensemble, que revoici dans une image un peu flatteuse, où son revêtement de titane scintille au crépuscule. Ce musée Guggenheim de Bilbao est un tournant dans l'histoire de l'architecture moderne, on peut le dire. S'il fallait identifier les quelques bâtiments qui représentent vraiment des tournants, on en trouverait chez Frank Lloyd Wright, avec une des maisons de la Prairie, peut-être, avec Falling Water, le Guggenheim lui-même dont je parlerai. On trouverait quelques villas de Le Corbusier et Ronchamp, on trouverait quelques bâtiments de mise, c'est certainement le Guggenheim. Quand, en 2005, une revue qui n'est pas un journal, magazine, qui n'est pas certainement un magazine scientifique, Vanity Fair a sondé 52 architectes et critiques, y compris 11 lauréats du prix Pritzker, pour leur demander quel était le meilleur bâtiment construit depuis 1980. Et la réponse a été presque unanime, le musée Guggenheim de Bilbao. Et ce même numéro de Vanity Fair rapportait les impressions de Philip Johnson, vieillissant mais encore très puissant sur la scène new-yorkaise, disant qui avait dit devant une caméra de télévision, lorsqu'il avait été filmé dans le bâtiment de Gehry, l'architecture, ce n'est pas une question de mots, c'est une question de larmes. Et éclatant en sanglots, réels ou feints, il dit « J'ai ici le même sentiment que dans la cathédrale de Chartres ». Donc un bâtiment qui a déclenché des larmes chez les vieux crocodiles, mais aussi qui a déclenché une réflexion tout à fait significative sur l'architecture des musées, et plus que cela, comme vous le savez, à cause de son succès public, de sa rentabilité, de son impact sur l'économie locale, sur la place du musée dans la ville, la place du projet culturel dans la ville, donnant à tous les maires de villes grandes et moyennes l'illusion qu'avec un bâtiment important, notoire, iconique, comme disent certains, le destin de leur ville serait assuré. Alors, la rencontre de Gehry avec Thomas Krantz, qui sera son maître d'ouvrage pour le Guggenheim, j'en parlerai, elle intervient en 1988, ça fait plus de 20 ans que Gehry s'intéresse aux musées et travaille dans les musées. J'ai parlé de quelques-unes de ses expositions dans les galeries du Los Angeles County Museum. Vous vous souvenez des trésors d'art du Japon, de l'exposition Billy Albankston. Je n'ai pas parlé de cette exposition de 1980, qui est très importante à la fois sur la scène américaine. C'est la première fois qu'une exposition assez ample traite de l'avant-garde russe, avec des prêts malheureusement exclusivement européens et nord-américains. Et vous voyez que Gehry fait un travail à partir de démontage des cloisons sèches qui lui permet de trouver un langage assez proche de celui très pauvre des sculptures de Tatlin ou de certaines des architectures éphémères, c'est de certains des essais de mobilier de Rodchenko aussi. Donc Gehry a travaillé dans les galeries de Los Angeles, dans les galeries des musées de Los Angeles, et pas simplement à
faire de la décoration, mais a réfléchi sur l'adéquation de l'espace, des décisions esthétiques, des couleurs et des œuvres présentées. Comme vous vous en souvenez sans doute, j'avais évoqué la grande frustration qu'avait eue Gehry en 1980. Bien qu'il ait été fort proche, ou qu'il se soit senti fort proche de beaucoup d'artistes de la scène de Los Angeles, et d'ailleurs aussi de la scène new-yorkaise, ceux-ci n'avaient pas retenu sa candidature pour la construction du nouveau musée d'art contemporain de Los Angeles, confié à Isozaki. 3 ans plus tard, Richard Koszalek, le directeur de ce musée, donne sa revanche à Gehry, qui réalise un extraordinaire projet dans un grand entrepôt d'environ 50 000 m², un entrepôt de voitures de la police de Los Angeles, où il aménage le contemporain temporaire, donc une grande salle d'exposition qui était destinée à accueillir les expositions pendant le chantier du bâtiment d'Isozaki et qui aura tellement de succès qu'elle sera confirmée et qu'elle fonctionne toujours en dépit de l'achèvement du bâtiment du japonais. Vous voyez, le travail de Gehry est extrêmement simple dans ce grand hangar, qui est une sorte de loft avec des aspects piranésiens, si l'on regarde en l'air, ces passerelles, ces ponts roulants, ces structures. Son travail est extrêmement simple, il se contente de traiter de manière très élémentaire, très géométrique, les revêtements ignifugés de l'ossature métallique, en créant ici ou là des sculptures blanches très, très simples qui vont permettre, et des murs qui vont permettre mobiles, qui vont permettre de déployer toutes les expositions possibles. Vous voyez en bas un des croquis préparatoires dans lequel des liens sont tracés avec des fils qui sont en fait des fils d'alimentation entre la grille du haut de ce garage et les murs, comme dans certains bureaux que Gehry avait étudiés auparavant. Ça ne sera pas réalisé. Voici le Temporary, qui sera un considérable succès, dans lequel Gehry, j'y reviendrai, créera en 1983, fera la scénographie d'un ballet remarquable de Lucinda Childs, Available Light, sur une musique de John Adams. Donc, il s'y produira aussi, je dirais, en liaison avec un spectacle. Une autre rencontre avec les musées, elle est importante. C'est la première exposition monographique de Frank Gehry qui se tient au Walker Art Center de Minneapolis en 1986. Vous voyez que c'est une exposition intéressante. Pas de dessin, pas de maquettes, pas de miniatures, pas de petits objets représentant les bâtiments. Gehry présente pas de maquette, je vais vite, il y en a quelques-unes quand même, celle du bâtiment de Chatham Deck dont j'ai parlé la semaine dernière, mais l'essentiel de l'exposition est fait d'espace concave. Ici, une ossature de bois recouverte de tuiles de plomb en forme de poisson, vous la voyez aussi à gauche, ici, une cabane couverte de cuivre, un mur ici fait de carton à l'image des sièges. Gehry crée une sorte de village de construction imaginaire qui est plus une évocation de sa problématique, de sa manière de travailler et de construire, que vraiment la représentation de ses œuvres. Le New York Times dira « c'est une exposition qui entre à l'intérieur du travail de Gehry ». Et ce sont des structures importantes qui font jusqu'à 6 mètres de long et 3 mètres de hauteur. Donc c'est une manière, à mon sens, intéressante, en tout cas décisive dans l'apparition, pour ce qui est de l'apparition de Gehry sur la scène nord-américaine, au-delà de Los Angeles. C'est une manière tout à fait intéressante de montrer l'architecture, puisqu'on sait que la limite des expositions et des musées d'architecture est, en général, réside dans le fait qu'il ou elle ne montre pas l'architecture, contrairement aux musées de peinture qui montrent des tableaux, montrent des représentations d'architecture. Une autre intervention dans un musée nord-américain, peut-être plus banale, c'est la construction de deux pavillons, un pavillon couvert d'aluminium et un pavillon couvert de cuivre, que vous devinez à l'arrière, à l'intérieur d'un des plus grands espaces couverts de la planète, qui est le National Building Museum de Washington, l'ancien bureau des pensions construit après la guerre civile, qui, vous le voyez, est un bâtiment absolument, aux proportions absolument
incroyable dans lequel ces structures flottaient un peu, mais représentaient donc une manière de travailler. Gehry, où l'architecture montrait en vraie grandeur. Alors, il s'agit donc là de ces interventions dans des espaces existants. Espaces nouveaux. Le premier, c'est le musée Vitra à Weil am Rhein, commune située limitrophe de Bâle, mais du côté de l'Allemagne, qui est le siège de l'entreprise Vitra. L'entreprise Vitra est une entreprise de production de meubles qui avait été créée par le père du client effectif de Gehry, Rolf Fehlbaum, et qui avait prospéré grâce à l'achat dans les années 50 des brevets et de la licence des meubles de Herman Miller, et notamment de la licence des meubles de Charles et Ray Eames, donc une entreprise vouée à la production en série de meubles de qualité. Elle a depuis prospéré en produisant Prouvé et beaucoup d'autres designers américains ou européens. En 1981, les usines de Vitra brûlent les menuiseries, ça contient du bois et des solvants, c'est assez dangereux, tout brûle, et Fehlbaum demande à Nicholas Grimshaw, excellent architecte britannique, de reconstruire le campus. Donc, un projet est lancé. Vous voyez sur cette vue satellite, donc à la fois la voie ferrée ici, la route, l'usine qui est située ici, avec les grands bâtiments que Grimshaw va construire, mais aussi le petit musée que Gehry va finir par y faire. Alors, que se passe-t-il? Comment Fehlbaum et Gehry se rencontrent-ils? C'est à nouveau un effet de la sociabilité de Gehry avec les artistes. C'est la suite des développements que j'ai notés la semaine dernière. Fehlbaum était fasciné par le travail de Gehry et notamment ses meubles en carton, les Easy Edges que nous avons vus, mais il était aussi intéressé par les artistes de la scène new-yorkaise et donc il commande pour son nouveau campus, pour son nouvel ensemble industriel, une porte monumentale à Oldenburg et Kohlshofen-Brugge et rencontre Gehry chez eux. Il cherchait une petite construction pour sa collection de meubles historiques et il commande à Gehry ce projet. Donc vous voyez ici le plan de l'usine avec le musée que Gehry va construire, mais vous voyez aussi que ce bâtiment, ce grand hangar, est orné d'éléments assez étranges, assez bizarres. En fait, Gehry discute la commande avec Fehlbaum et lui dit qu'il ne pourra pas le payer assez pour qu'il puisse consacrer à ce projet tout le temps qu'il mérite et qu'il ne fera pas le projet. Fehlbaum a alors une bonne idée, il commande à Gehry aussi une partie de l'usine à l'intérieur du plan de Grimshaw. Et c'est ainsi que Gehry va travailler à la fois vous voyez notamment sur la maquette, à ajouter des éléments, à faire un hangar qui est un hangar assez tranquille, mais à ajouter des éléments sculpturaux, qui abritent notamment les escaliers, et il va faire devant ce bâtiment ce musée. Voici le croquis qui nous montre le rectangle du bâtiment de l'usine, les petits éléments ajoutés, et je compare cela à la fameuse dichotomie proposée par Robert Venturi entre le petit bâtiment avec un grand signe et le bâtiment qui est un signe lui-même. On pourrait dire que le musée est un signe avec ses formes tout à fait plastiques et très spectaculaires, est un signe, et que l'usine, en fait, est un bâtiment devant lequel des signes ont été placés. Donc, une sorte de réponse double à la dichotomie de Venturi. Par la suite, Fehlbaum continuera cette politique et transformera en quelque sorte son campus industriel en une collection d'architecture vraie grandeur, en commandant des constructions à Zaha Hadid, Tadao Ando, plus récemment Herzog et de Meuron. Quant à Gehry, eh bien, il travaille sur ce petit musée. Encore une fois, c'est un musée fait pour abriter des chaises, pas de grandes sculptures, pas d'œuvres sur papier qui craignent la lumière. Et donc, l'idée est de créer cet espace composé de galeries autour desquelles s'enroule
un escalier contre lequel se lovent d'autres escaliers hélicoïdaux et qui est le réceptacle d'une série de canaux, de canons, de tubes à lumière de formes variées. Donc, vous voyez, le plan est assez simple. À nouveau, on sent bien que Gary a travaillé en essayant de juxtaposer des boîtes, de trouver quelles pouvaient être leurs relations, et a ensuite construit les éléments spatiaux autour. Voilà l'extérieur de ce bâtiment. Vous voyez aussi un élément important. Gary utilise pour la première fois le béton enduit et des couvertures en zinc. Il n'utilise pas les techniques qui sont celles de ces bâtiments californiens. C'est un bâtiment dont l'aspect extérieur, si je laisse de côté la géométrie, est celui de construction industrielle, même résidentielle banale, dans ce coin du sud-ouest de l'Allemagne et du nord de la Suisse. Mais évidemment, les formes sont tout à fait différentes. Vous voyez notamment que les escaliers, externalisés en quelque sorte, viennent de créer une espèce de mouvement tourbillonnant autour de ce bâtiment. Ce bâtiment est important dans la séquence des projets de Gary, car c'est le premier dans lequel une géométrie à base de volumes circulaires, de cylindres, s'empare de l'ensemble du projet. Jusqu'à présent, il avait ponctuellement utilisé des éléments comme cela, mais pas à l'échelle de l'ensemble du bâtiment. C'est donc tout à fait important. C'est un bâtiment aussi qui est en dialogue avec l'intervention de Oldenburg et Van Bruggen, notamment cette sculpture, Balancing Tools. Si vous regardez bien ces outils, le marteau, la pince, etc., ce sont les outils, le fer, ce sont les outils du tapissier. C'est donc une allusion au métier de Fehlbaum, qui a publié un petit livre au titre assez spirituel. Il est consacré à l'histoire des sièges et il s'intitule Chairman, ce qui est son titre pour Vitra. Ici, rapidement l'intérieur. Donc, encore une fois, pas de problème grave de protection de la lumière excessive. Cette lumière, elle est en fait diffractée par la géométrie de ces puits et elle ne tombe jamais complètement directement sur les objets. Et vous voyez qu'elle crée des angles tout à fait intéressants sous lesquels la collection de Fehlbaum est disposée. Une autre image ici nous montre que parfois ces situations sont assez complexes, notamment parce qu'ici il y a une galerie à l'étage qui reçoit aussi une partie de la lumière, l'autre partie étant diffractée, rebondissant sur ce mur pour tomber sur les parties basses. Donc un musée qui n'est pas grand, mais dans lequel la déambulation, je dirais, est d'une complexité sans relation avec la taille modeste des espaces. Gary avait-il, et c'est une question que je me pose en regardant ces images, voilà à quoi servent les cours, je me demande si Gary avait à ce moment avait connaissance par exemple de la gypsothèque de Scarpa à Possagno, s'il connaissait les jeux que Scarpa avait introduits sur la lumière dans ce musée de Possagno consacré essentiellement aux sculptures, au moulage et au marbre. Alors, deuxième musée important, sur le chemin de Bilbao. Je ne suis pas en train d'affirmer que Bilbao est une conclusion absolument directe, inévitable d'un cheminement rectiligne, mais un jalon dans la réflexion de Gary. C'est un musée beaucoup plus important, mais dont la forme est assez étrange, parce que c'est un musée double. Il est construit sur le bord du campus de l'Université du Minnesota à Minneapolis. Donc l'université est du côté d'où la photo est prise. Le centre-ville de Minneapolis se trouve là-bas. Entre les deux passe le Mississippi. Ce musée est perché sur un parking. On le voit ici par derrière et il n'est pas très passionnant. On verra que l'autre face est plus intéressante, mais je montre cette image car elle indique bien qu'il s'agit en partie d'un bâtiment très prosaïque. Le mécène, le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage est l'Université du Minnesota. Le mécène est Frederick Weissman, dont j'ai déjà parlé, dont je reparlerai peut-être, grand homme d'affaires, propriétaire d'une
d'une concession Toyota extrêmement prospère pour qui Gehry avait construit une petite maison de plage assez modeste dans les années 70. Weissman sera un soutien fidèle de Gehry. Il lui avait prêté l'argent pour construire sa maison de Santa Monica. Et vous voyez qu'il s'était fait tirer le portrait par Warhol. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de percher, comme à Vitra, de travailler autour d'une grande boîte. Vous voyez sur ce croquis à droite l'idée d'ajouter une peau, au fond, le thème qui est à une échelle très modeste, le thème de la maison de Santa Monica. Et vous voyez que Gehry, au début, a des idées assez conventionnelles, sans doute intimidé par le campus de l'université, ou simplement pour raisonner par l'absurde. Il imagine une façade assez axiale, avec des fenêtres verticales, puis rapidement, le projet s'emballe et il en vient à emballer les nouveaux espaces qui se situent autour des galeries et qui sont essentiellement les espaces de la conservation, de la documentation et de la pédagogie, et pas les grandes galeries. Il les emballe dans des formes tout à fait différentes et tout à fait lyriques. Voilà le résultat. Le résultat, c'est un bâtiment double, comme je le disais. Vous voyez ici les grandes galeries, des galeries dont les éclairages sont plus complexes, et vous voyez que la peau du bâtiment du côté de la ville est sculptée de manière tout à fait complexe. Je n'ai pas beaucoup de croquis ici, mais vous imaginez donc tout le travail de mise au point de cette peau, qui est une peau destinée à être métallique. Et donc c'est aussi une première étape dans le parcours de Gehry. La première fois, nous l'avons vu utiliser des couvertures métalliques pour certains planes, par exemple pour le projet Edgemar, des couvertures métalliques plus flexibles, notamment celles en plomb de la maison Schnabel que j'ai montré la semaine dernière. Ici, c'est un travail sculptural à partir de tôles d'acier qui sont assemblées. C'est aussi pour la première fois avec le logiciel CATIA, dont j'ai déjà parlé, le logiciel de Dassault que j'ai présenté la semaine dernière, que Gehry commence à dessiner non pas simplement le bâtiment dans son ensemble, mais les pièces destinées à être assemblées sur le chantier. Donc un bâtiment important. Voilà un dessin qui nous montre un dessin d'ordinateur, un des tout premiers dessins d'ordinateur de l'agence, qui montre la mise au point de certains éléments de la structure, la mise au point la définition des modes d'assemblage, de la dimension des tuiles. Et ici, nous voyons l'intérieur des galeries qui ont beau être rectangulaires en plan, tout à fait standard, elles sont travaillées en hauteur de manière à prendre des lumières qui sont des lumières tout à fait intéressantes, tout à fait complexes. Vous voyez ces découpes dans le plan qui rendent chacune de ces galeries, bien qu'elles aient le même plan, unique, et qui créent ce chemin de lumière dans le grand couloir. Donc un bâtiment important. On pourrait, si je reviens à la dichotomie de Venturi entre le canard et l'abri, on pourrait dire que c'est un bâtiment hybride dans lequel le canard vient décorer l'abri. Voilà. Autre bâtiment plus proche de nous, le Centre américain de Bercy, devenu depuis la Cinémathèque française. C'est un bâtiment pour lequel dont Gehry, on en parlera, je le questionnerai sur ce thème le 22 juin. Gehry a un sentiment d'échec vis-à-vis de ce bâtiment, sans doute parce que ses attentes vis-à-vis de Paris étaient considérables, parce que sa vénération de Paris était très grande. Il était en tout cas très, très intimidé par Paris. De quoi s'agissait-il ? Le Centre américain était une institution créée en 1931, implantée boulevard Raspail, dans un bâtiment dont vous voyez l'entrée, un bâtiment néoclassique, dont l'architecte, un architecte extrêmement intéressant, du nom de William Wells Bosworth, qui est l'auteur du Massachusetts Institute of Technology, du MIT. Et c'est un de ces architectes américains formés aux Beaux-Arts. Il y en a eu beaucoup, mais lui est revenu à Paris
grâce aux Rockefeller qui l'ont financé pour qu'il travaille après 1918 sur la restauration de la cathédrale de Reims, mais aussi par la suite à Versailles, et notamment sur le Trianon de Versailles. Donc c'était un Américain de Paris qui avait construit ce bâtiment. L'American Center était un lieu expérimental extrêmement fréquenté, fréquentable, où toute la danse moderne américaine était représentée à Paris, un endroit dont beaucoup se souviennent. Il décide de vendre son terrain, et c'est sur son terrain que Jean Nouvel construira la fondation Cartier. Il vend son terrain et il migre vers Bercy, commandant un projet à Frank Gehry. Voilà, donc Gehry obtient la commande, et sur un terrain assez particulier, voici le plan de Bercy avec le palais omnisport, les faisceaux de la gare de Lyon, et ici le front de parc qui a fait l'objet d'un aménagement assez subtil d'un collectif animé par Jean-Pierre Buffy. Vous voyez ce petit emplacement rouge, c'est celui de l'American Center, qui se trouve à un angle. Et donc Gehry commence à travailler sur cet angle avec un budget mesuré, mais malgré tout ambitieux, et fait un projet qui n'est pas moins ambitieux. Vous voyez ici le premier projet, la première version de ce projet, le pan coupé de l'angle. Le bâtiment se développe autour d'une cour. Vous voyez cette cour, et au milieu de laquelle se trouve la salle de spectacle du centre, les autres bâtiments abritant des salles de répétition, des salles de cours, et aussi des logements. Donc c'est un bâtiment assez ample, mais les problèmes financiers commencent à apparaître, et Gehry va être obligé, ici c'est une autre version ample de ce projet, vous voyez donc aussi vous voyez que cette salle de spectacle tend à se dilater, à toucher un peu sur les bords le cadre qui l'en sert. Vous voyez aussi les éléments de superstructure qui apparaissent, une espèce de couronne que Gehry assimilera à un ananas. Les difficultés financières continuent, et le bâtiment va rétrécir au lavage, va être comprimé, va être réduit dans son emprise, va devenir beaucoup plus compact et perdra une grande qualité qu'il avait, qui était celle de la complexité et de la grande expansion des espaces du rez-de-chaussée. Donc, voici des images de l'extérieur. Dans la première version et dans la version plus compacte, vous voyez que Gehry travaille à différencier les éléments, laissant du côté de la grande salle d'exposition ou de la grande salle de répétition qui est devenue la salle d'exposition de la Cinémathèque française, laissant de côté, donc créant sur ce côté de grands volumes assez muets et créant évidemment avec des fenêtres pour les éclairer des appartements dans un volume qui est beaucoup plus animé et plus vivant. Donc un travail de différenciation qui est tout à fait intéressant et qui aboutit à créer un bâtiment qui en définitive n'est plus ce bâtiment s'étirant horizontalement de la première version, mais un bâtiment beaucoup plus vertical, un bâtiment presque dressé, presque hérissé sur le bord du parc, avec ces différenciations d'éléments, avec cette faille au milieu qui progressivement se résorbe, et cette entrée qui apparaît avec son auvent qui devient un des éléments très importants. Voilà le résultat final. Donc le plan de l'American Center avec son vestibule tout a été comprimé, donc le vestibule est assez maladroit avec ce bloc d'escalier qui apparaît, qui se dresse devant vous quand vous entrez. Cette salle accessible ici, qui est une salle très classique. Gehry n'a pas du tout plaisanté avec la salle. La salle est une salle tout à fait banale, de bonne proportion, mais banale. Et vous voyez la coupe sur la salle qui vous montre que ce bâtiment est un sandwich avec des niveaux assez complexes. La maquette indique bien la différenciation entre les deux composantes, et notamment ici le travail sur les logements. Voici le résultat. Gehry était à la recherche d'une expression parisienne. Il était aussi sous pression. Les urbanistes municipaux de l'atelier parisien d'urbanisme le pressuraient de trouver des solutions parisiennes, et il a donc été chercher du côté de la rue de Rivoli cette combinaison
de pierre claire, de pierre calcaire claire et de zinc, en utilisant le zinc évidemment d'une manière tout à fait personnelle. Donc pour l'auvent, pour certains éléments de l'enveloppe qui jouent avec la maçonnerie qui est une maçonnerie de plaquage. Donc voici l'extérieur du bâtiment tel qu'il a été réalisé et l'intérieur avec donc ce hall extrêmement comprimé, on s'en rend compte aujourd'hui, et la salle qui était une bonne salle et qui est restée, qui est aujourd'hui beaucoup moins une salle de spectacle, une bonne salle, notamment pour les spectacles de danse de l'American Center. Entre-temps, entre le début du chantier, ou le début du projet et l'achèvement du bâtiment, malheureusement, l'American Center, qui était une association privée, avait été très mal géré et avait en quelque sorte, comme on dit familièrement, croqué la grenouille. Il avait donc dépensé tout son budget pour se construire, mais n'en avait plus pour fonctionner. Il dut donc se résoudre à vendre à l'État, bon garçon, qui acheta le bâtiment et y implanta plus tard la Cinémathèque française. C'est une histoire assez intéressante. Et la Cinémathèque française, finalement, s'est glissée, animal imprévu dans ce lieu, s'est glissé tant bien que mal dans l'enveloppe que Gehry avait réalisée. Rencontre importante, et j'aborde la question du Guggenheim. En 1988, Gehry est invité par Thomas Krantz, qui était à l'époque qui est historien d'art et manager, en train de créer un nouveau musée à côté de Williamstown, dans le Massachusetts, dans la ville voisine de North Adam. Il était en train donc d'essayer de transformer une grande usine en centre d'art contemporain. Il réussira. Krantz invite 3 architectes pour travailler sur ce projet, David Childs de la grande agence SOM, Frank Gehry et Robert Venturi. Vous voyez quelques éléments du projet très rapide que Gehry fera au-dessus, avec notamment un élément que vous connaissez, qui est ce serpent qui circule dans ses projets depuis le début des années 80, et puis il fait un projet assez sage de reconversion de ce bâtiment. Le projet tombe à l'eau et sera finalement mis en œuvre, mais sans grand geste architectural. Et Krantz, porté par le succès en tout cas de l'initiative, sinon du projet architectural, prend la direction du musée Guggenheim de New York. Et il décide d'en faire un brand mondial. Voyons ici Krantz et Gehry à Bilbao. Il décide d'en faire un brand mondial, d'en faire une multinationale, intégrant évidemment la collection Peggy Guggenheim de Venise, un nouveau projet qui est le premier chronologiquement à Salzbourg, un projet à Berlin, un autre à Las Vegas, il en fera dessiner un par nouvelle à Rio, un à Helsinki, et le projet de Gehry pour Abu Dhabi est toujours en suspens, j'en parlerai sans doute à la fin de ce cours. Une personne fondamentale va permettre la réalisation du musée Guggenheim de Bilbao. C'est Carmen Jiménez que vous voyez en haut à droite. Carmen Jiménez est une historienne de l'art espagnole formée en France et qui, revenue en Espagne après la mort de Franco, a joué un rôle déterminant dans la création des nouvelles institutions culturelles de l'Espagne post-franquiste, notamment la création du Centro Reina Sofía. Puis elle devint conservateur de la sculpture au Guggenheim. Et c'est elle qui mit en liaison le gouvernement basque et le Guggenheim et permis donc à Krantz de faire une proposition aux Basques qui cherchaient un projet culturel pour Bilbao, une ville qui était en pleine crise, qui avait été un grand centre industriel, qui était encore et qui est toujours un grand centre financier, mais dont l'industrie était en crise. C'était une sorte de long-oui espagnol. Donc, Carmen Jiménez obtient que le gouvernement basque et le Guggenheim se mettent d'accord, le gouvernement basque construisant un musée, le Guggenheim mettant sa collection à disposition.
l'entente est scellée et donc la recherche d'un nouveau projet commence. Le Guggenheim, je vous rappelle que c'est un musée qui était défini essentiellement à l'époque, il est toujours aujourd'hui par le bâtiment de Frank Lloyd Wright à New York, un bâtiment dont le chantier avait duré une quinzaine d'années entre le premier projet complètement élaboré par Wright, que vous voyez ici, baptisé Ziggurat. En fait, il s'agit d'un ziggurat inversé. Vous le voyez dans la ville ici. Ce projet donc, a été très, très long à réaliser. Ce ne sera pas le cas du projet de Bilbao. 6 ans pour réaliser un bâtiment de cette ampleur, c'est une sorte de record. L'opération est montée très rapidement. Kranz invite Gehry à Bilbao en avril 1991 pour le sonder sur la possibilité de faire un musée dans Bilbao. Voici la vue aérienne de Bilbao. Vous voyez que la ville est levée dans un méandre de la rivière Nervión. Des chantiers navals se trouvaient au bord de la rivière ici. Et initialement, la municipalité propose à Kranz d'utiliser un bâtiment existant dans le centre qui se trouve dans ce coin-là. Ce bâtiment, dénommé la Alhóndiga, était un bâtiment béton armé, ce qui ne se voit guère de l'extérieur, construit en 1909, une sorte de grand magasin, de grand entrepôt de produits alimentaires. Il était vide. Gehry et Kranz conviennent que le bâtiment est inutilisable car la grille des poteaux est beaucoup trop serrée, car les plafonds sont beaucoup plus bas. Et aussi car le bâtiment n'a pas de force, véritablement de force monumentale. Il est pris dans cette grille de l'extension de l'Ensanche de Bilbao, dans cette grille du XIXe siècle. Et c'est alors que l'intervention de Gehry est décisive, et c'est un aspect peu connu de l'affaire de Bilbao. Gehry va prendre l'initiative de proposer un changement de terrain. C'est-à-dire qu'il va dire que ce bâtiment doit se situer ailleurs. J'ai proposé de déplacer le musée du côté de la rivière. Ils avaient passé toute leur journée, dira-t-il, en se rappelant son premier voyage, à me dire que la rivière allait être redéveloppée. Et j'ai proposé un site, notamment un site lié à un pont, un site qui passait sous un pont. Donc il va proposer un site qui est lié à un pont, ici, après avoir cherché à l'implanter, un site qui va donc déplacer le centre de gravité de la ville, un site qui est mis en relation avec l'université, avec le musée des Beaux-Arts ici, qui va donc permettre de proposer un monument visible. Gehry avait compris, alors qu'il n'était pas encore chargé du projet, qu'il fallait que ce musée soit un élément visible et important. Il était aussi attiré, il faut le dire, par le spectacle des ruines post-industrielles de la vallée du Nervión. Et ici, j'évoquerai une activité peu connue de Gehry qui a été révélée par l'exposition du Centre Pompidou il y a maintenant 2 ans. C'est ses reportages photographiques dans les quartiers industriels de Los Angeles dans les années 70, où il s'intéressait aux serres, vous voyez qu'il s'intéressait aux treillis métalliques, aux poutrelles de ces installations, de ces gravières, il s'intéressait aux échafaudages, aux cylindres en tôle, à la chaudronnerie, tous éléments que l'on retrouve bien sûr dans sa maison, mais sur lesquels il avait mené une enquête assez détaillée. Et donc Gehry, finalement, se trouve aussi conforté, je dirais presque esthétiquement, par cette découverte du site du Nervión. Et en conclusion, voici le résultat. Le projet qui était encore, qui semblait se dessiner ici, à côté de cette espèce de point névralgique en rouge, est définitivement fixé là, dans un endroit qui est visible à la fois depuis cette espèce de falaise, depuis la place où se trouve le musée des Beaux-Arts et depuis le fleuve en amont. Donc une décision extrêmement sensible. Un concours est organisé. Kranz recrute
un personnage important dans la chronique du postmodernisme. Il s'agit de Heinrich Klotz, historien d'architecture et fondateur du musée d'architecture de Francfort. Klotz, à son tour, invite 3 architectes, Frank Gehry, Arata Isozaki, qui avait été donc l'architecte du musée de Los Angeles, et les Autrichiens de Himmelblau. Et voici les 2 projets concurrents qui sont situés par rapport au pont. Donc le projet d'Isozaki, qui est une sorte de grande rotonde, accompagnée de quelques garnitures légumières diverses, et le projet de Himmelblau a une collection de prismes vitrés assez mystérieux. Donc ces 2 projets sont ceux qui seront présentés en quelques semaines, en juillet 1991, à un comité formé par le gouvernement basque. Le programme est intéressant. Je ne sais pas ce qui se passe. Devons-nous être désactivés. Le programme est intéressant pour un musée de cette échelle, car le ratio entre les galeries et les autres surfaces est un ratio de 1 à 2, ce qui est pas beaucoup, si vous voulez. En général, entre les galeries d'un musée et l'ensemble des services du musée, le ratio est plutôt de 1 à 4, parfois même de 1 à 5. Dans ce cas, il est de 1 à 2. Pourquoi? Parce que le Guggenheim de Bilbao est une filiale du Guggenheim de New York, qui conserve évidemment une série de services tout à fait importants. Gehry visite Bilbao à nouveau en juillet et il commence à travailler. Vous voyez ici son premier croquis qui est dessiné sur le papier en tête de l'hôtel où il séjourne, la rivière, le pont, l'idée d'un bâtiment qui est composé de grandes masses assez hautes, qui dialogue avec celles qui se trouvent derrière, de l'autre, avec les éléments qui se trouvent de l'autre côté du fleuve. Vous voyez ici un autre dessin élaboré le même jour, où on voit apparaître l'idée d'un amphithéâtre de plein air. Donc 2 premières idées qui vont s'affirmer dans les croquis suivants. Le pont, un bâtiment, un espèce de mouvement circulaire pour le bâtiment, un point ici, un cercle qui est déjà l'évocation du restaurant du musée, et puis surtout l'idée d'appuyer le musée contre le pont, l'idée de faire de cet ouvrage d'infrastructure, un élément déterminant de la forme de l'édifice, de ne pas lui tourner le dos, mais par une sorte d'étreinte mortelle, de l'intégrer dans le projet. La méthode est intéressante. L'histoire détaillée de ce projet a été racontée assez bien, pas de manière totalement convaincante, mais je trouve de manière assez précise, très précise parfois, par Koosje van Bruggen, dans un livre sur le musée de Bilbao, traduit en français. Et elle montre comment, en parallèle avec la réflexion que Gehry faisait alors qu'il était à Bilbao, l'agence de Los Angeles travaillait avec une maquette en bloc de bois, travaillait à disposer sur ce terrain. Vous retrouvez le fleuve, vous voyez ici les blocs de bois qui représentent les grandes galeries, différentes hypothèses pour ces galeries, une forme rectangulaire, une espèce de forme de ziggourate, justement. L'image que Wright avait utilisée étant toujours virulente, avec des volumes satellites. Et c'est donc ce projet que Gehry retrouve lorsqu'il revient de Bilbao à New York. Il va le transformer. Vous voyez ici, ça c'est la toute première maquette. La maquette suivante, où vous voyez Gehry déploie les éléments de Vienne, sont regroupés, sont fragmentés, ces grandes boîtes sont cassées, et vous voyez qu'avec des feuilles de papier, il construit un toit ondulé autour et au-dessus de ces volumes. C'est donc un travail très particulier qui est mené à New York, au terme duquel de nouveaux croquis sont produits. J'entre dans le détail de ce bâtiment qui le mérite. De nouveaux croquis sont produits, et vous voyez notamment un autre croquis, toujours le pont, les galeries qui sont dans ce cas carrés ou qui sont rectangulaires, l'hypothèse d'un restaurant qui est en fait un serpent, comme ceux que l'on a vus auparavant, et ici une allusion à ce tableau de Bellini qui est évoqué par Gehry comme une des sources de son travail sur l'assemblage
de formes plus grandes et de formes plus petites. La forme du restaurant pouvant être assimilée à un enfant porté par une femme beaucoup plus grande. Évidemment, la comparaison n'est pas littérale, malgré tout, elle a un certain sens. C'est-à-dire sur l'idée que le travail sur un bâtiment de ce genre, fait de composants multiples, est un travail je dirais, qui consiste à définir des relations d'adjacence, des relations de toucher. J'ai déjà parlé du cleavage, du décolleté entre certaines masses de ces maisons dans le passé. Donc ce genre de relation, je dirais, de contact croisé est tout à fait important dans la genèse du Guggenheim de Bilbao. Par la suite, beaucoup de croquis sont élaborés dans ce mois de juillet 91 à tous égards décisifs. Vous voyez que le bâtiment passe sous le pont et véritablement s'inscrit dans une continuité sous l'infrastructure, que certains éléments se distinguent, des galeries peut-être plus importantes, des galeries plus petites, le restaurant qui décidément serpente beaucoup. Ici, d'autres croquis qui nous montrent progressivement certains éléments se spécifier. Ici, l'écho des proues de bateaux dont on trouve encore des vestiges sur les bords de la rivière. Ici, la première évocation d'un grand hall vertical qui se trouverait d'un grand foyer au milieu du bâtiment. Et enfin, un tournant très important quand Gehry se met à utiliser une forme florale. Toujours en juillet 91, une forme florale. Vous voyez ici le dessin et à droite le bâtiment qui est l'origine de ce tournant, qui est un bâtiment sur lequel il a travaillé quelques mois, quelques semaines auparavant pour un immeuble de Los Angeles. C'est un bâtiment dans lequel on peut remarquer plusieurs choses. D'une part, la volonté de relier la partie principale du bâtiment au sol, vous voyez ces sortes de contreforts sculpturaux, la volonté aussi non pas de le terminer, de l'araser net comme ses voisins, mais de le prolonger par je dirais presque des effets de manche dans le ciel. Eh bien, c'est cette idée d'un bâtiment qui prolifère dans une certaine mesure que l'on retrouve dans ce dessin. Les galeries restent orthogonales, mais elles sont couvertes par des prises de lumière superposées. Gehry utilisera le terme de pelles, comme des pelles de terrassiers, qui prennent la lumière et qui la conduisent dans les différents locaux. Tout ceci conduit à la première maquette qui est présentée en juillet 91 lors du concours et qui va recueillir tous les suffrages. Cette maquette dans laquelle le système est floral. La maquette est une maquette en papier qui a été peint à la bombe aérosol métallisée pour donner l'image du métal. Et vous voyez donc les formes orthogonales des galeries de base et les formes métalliques des superstructures qui les éclairent. Il y a là une dichotomie qui va disparaître dans le bâtiment final, puisque l'ensemble du bâtiment va devenir un bâtiment métallique. Mais ici, il est clair qu'il y a encore une superposition entre deux ordres de géométrie et de matérialités différentes. Un autre élément important dans ce projet, c'est l'idée, la crainte sans doute que ce bâtiment ne se signale pas assez dans le site, et c'est donc l'hypothèse d'une tour qui permettrait de concentrer les regards, qui sera assez rapidement abandonnée. Voici une vue verticale de cette maquette qui nous montre donc le rapport entre les éléments en bois, la très grande galerie qui passe sous le pont, la forme ici de ces trémies qui viennent éclairer les galeries, qui est une forme à chaque fois variée, un peu comme on l'a vu à Minneapolis. Et voici une autre vue lointaine de la maquette et la vue des composants dans l'agence de Gehry. L'étude reprend de plus belle. Le comité accepte le projet en s'interrogeant sur toute une série de choses. Il ne voit par exemple pas l'entrée du musée. Il se demande où est l'entrée, mais il finit par la trouver. Et donc l'étude du projet continue et finit par aboutir en septembre à un projet qui est présenté aux trustees du Guggenheim et dans lequel, cette fois-ci, vous voyez, les enveloppes métalliques ont investi presque la totalité du bâtiment, notamment cette grande galerie qui est une revendication
de Tom Krantz, qui continue à pousser très modérément sous le pont. Vous voyez aussi que la tour signal a été réduite à, non pas à sa plus simple expression, mais à des dimensions plus modérées, que certains bâtiments, notamment les bâtiments administratifs ou les bâtiments des services, restent des bâtiments en pierre et non pas des bâtiments en métal, qu'il y a certains éléments adventices qui vont finir par se résorber. Ici, sans doute aussi, Aurore Vaqui, Gehry fourre sous le pont des locaux qui ressemblent à ce qu'il appellera un log jam. Un log jam, c'est un entassement de troncs comme ceux qui se produisent sur les bords du Mississippi, sous les ponts. Voilà, donc ça c'est la maquette, une maquette qui vraiment donne un état tout à fait convaincant du bâtiment en septembre 1991 et sur la base de laquelle l'étude continue. Il y a des retours en arrière et des questionnements. Ce projet n'est pas un projet linéaire. À un moment donné, un des experts du gouvernement basque, Ibon Areso, trouve que le bâtiment est trop à l'est par rapport au musée et à l'université, et il propose de le déplacer. Gehry, qui est non seulement un diplomate, mais qui est aussi un architecte réceptif, attentif à ce que le client trouve son compte dans le projet, prend au sérieux cette idée, la discute, l'élabore, et finalement, elle est abandonnée. Il travaille aussi progressivement à trouver une forme plus, je dirais, plus intégrale au bâtiment, une forme dans laquelle nous voyons apparaître des éléments, des poissons, des éléments surdimensionnés basés sur les poissons que nous avons vus auparavant. Faut-il voir dans ces formes l'impact de la sculpture de Boccioni? Une comparaison superficielle permettrait de le penser. C'est en tout cas ce qu'affirmeront à Gehry certains des responsables du Guggenheim, Krantz, son assistant Michael Govan, qui est aujourd'hui le directeur du musée d'art moderne du musée du comté de Los Angeles, et Richard Serra lui-même. Gehry affirme que ça n'était pas du tout son idée. Je vous montre néanmoins cette analogie à titre documentaire. Autre retour en arrière intéressant, c'est à un certain moment, donc fin 92, un an après l'adoption d'un projet définitif, tout d'un coup, Gehry a des remords et revient en arrière sur la forme des galeries et se met à travailler à nouveau sur des éléments orthogonaux. Oui, j'ai retrouvé la citation à propos de Bellini que je voulais évoquer. Gehry dit à son propos je réfléchis souvent à une stratégie qui serait celle de la Vierge à l'enfant pour l'architecture. Beaucoup de grands bâtiments sont accompagnés par beaucoup de petits bâtiments, des sortes de pavillons situés devant eux. Pour moi, c'est le mode de composition Vierge à l'enfant. Que ce soit dit. Donc, Gehry fait mine de revenir à des formes orthogonales et c'est Krantz, cette fois-ci, qui l'arrête. Krantz se donnera le beau rôle rétrospectivement dans la fabrication de ce projet en disant « J'étais comme l'éditeur », en français on dirait aussi l'éditeur en anglais, l'éditeur devant un auteur. Donc je devais éditer ce que Gehry fabriquait. Et donc Krantz s'opposera à ces galeries, bien qu'il soit partisan de galeries orthogonales à l'intérieur du bâtiment. Mais il s'opposera à ce que le cœur du bâtiment soit construit de manière orthogonale en pensant évidemment au grand hall, au grand foyer du Guggenheim de New York. Donc le projet se met au point au travers d'une étude des circulations entre le bâtiment et les différents éléments du site de Bilbao, étude aussi à un moment donné de la manière dont le musée pourrait s'envelopper ou pousser des éléments au-dessus de la chaussée du pont. Donc Gehry examine ces éléments, il s'intéresse aux circulations. On a vu à propos des expositions combien les questions de circulation le préoccupaient. Donc il s'intéresse à la circulation des véhicules au-dessus du bâtiment ou à côté du bâtiment, à la circulation des visiteurs à l'intérieur du bâtiment, en dessinant beaucoup
en élaborant beaucoup de croquis d'études. Il s'intéresse également à l'éclairement de ce qui progressivement se dégage comme un élément décisif du projet, c'est-à-dire un grand foyer central qu'il s'agit d'éclairer, comme vous le voyez ici, avec des ouvertures tout à fait complexes qui passent au travers de ces éléments floraux qui ont été définis plus tôt. Et voici donc progressivement l'image quelque peu pyramidale du bâtiment qui apparaît avec ces canons à lumière projetant de la lumière à l'intérieur du foyer que vous voyez ici de l'extérieur. D'autres maquettes sont élaborées enfin, des maquettes qui sont des maquettes de vérification de la compatibilité des volumes tels qu'ils sont étudiés un par un. Voici l'une d'entre elles où l'on se trouve proche de la forme définitive. Cette fois-ci, le revêtement métallique est figuré en bleu. D'autres maquettes d'études qui nous montrent les solutions recherchées pour l'entrée, pour le grand, je dirais, plutôt que l'entrée, c'est la sortie, la grande fenêtre sur la rivière, et pour l'intérieur du foyer, où nous voyons apparaître ces éléments torsadés, vrillés, qui trouvent leur origine dans une sculpture d'Oldenburg, les genoux de Londres, que vous voyez à gauche, et que l'on retrouvera chez Gehry dans son projet pour Prague quelques années plus tard. Donc, ici, à nouveau, comme on l'a vu dans d'autres projets, Gehry puise dans son trésor personnel de forme ces éléments. Le projet est mis au point avec Katia de manière absolument systématique. Pour réaliser ce bâtiment, il faudra élaborer 50 000 dessins. 50 000 dessins qui vont permettre de dessiner tous les composants du bâtiment. Je ne reviens pas sur le plan dans le détail ou sur l'impact du bâtiment, ça c'est l'entrée qu'on vient de voir en maquette, sur la vue générale du bâtiment dans le site. Vous voyez le bâtiment donc vu depuis la colline avec cette grande entrée, l'enveloppe métallique qui désormais est devenue presque intégrale, la manière dont ce qu'avait prévu Gehry se vérifie, dont le bâtiment est visible, devient une espèce de lanterne vue depuis les rues du centre de Bilbao en regardant vers la rivière. Je voulais m'arrêter sur deux questions. Voici le plan des galeries. Vous voyez qu'on trouve dans ce bâtiment deux types de galeries. J'y reviendrai. Des galeries orthogonales qui sont des galeries généralistes de présentation de la collection de base du Guggenheim et des galeries qui ont des formes uniques, des formes irrégulières, des formes plus plastiques qui sont consacrées à des artistes isolés. 10 de ces galeries étaient prévues. Le propos que je voulais tenir est le suivant. Lorsque l'on regarde le plan du bâtiment et qu'on le regarde dans le détail, voici un agrandissement de ce plan, on voit ici, quand on regarde le mur, on s'aperçoit que le mur n'est pas simplement un trait, ça n'est pas simplement une ligne épaisse, le mur est quand on le regarde en coupe, est une surface bordée par l'extérieur et l'intérieur qui a une épaisseur. Cette épaisseur, c'est ce qu'on appelait le poché à l'école des Beaux-Arts, parce qu'on utilisait pour la représenter en aquarelle, à l'école des Beaux-Arts, un pinceau à pocher. Et cette notion de pocher est fondamentale dans le vocabulaire de l'architecture. L'école des Beaux-Arts l'a imposée aux États-Unis, où on parle toujours de pocher. Et je m'intéresse au rapport qu'il y a au travail de Gehry qui lui permet d'ajuster ce que permet le pocher, d'ajuster la forme intérieure, le contour de l'espace intérieur au contour de l'espace extérieur. Donc il y a un travail. Ce pocher est possible parce qu'il y a une ossature porteuse et un revêtement qui n'est pas porteur et que l'épaisseur peut donc varier entre les deux. Et je compare ça à comparaison peut-être un peu forcée avec le San Carlino de Borromini. Vous voyez comment la maçonnerie permet, les éléments de maçonnerie représentés ici pochés permettent de séparer et d'unir dans le même temps des pièces tout à fait différentes. Ossature métallique, structure porteuse en métal et enveloppe de tuiles de titane. Le projet initial aurait dû être couvert en plomb. Pour des raisons écologiques diverses, ce projet sera abandonné. Le titane, matériau utilisé en aéronautique, était à l'époque
en surplus sur les marchés et donc le gouvernement basque pourra se le payer. Donc, je termine en montrant rapidement quelques vues de ce bâtiment. L'extérieur, le grand foyer qu'il est difficile de ne pas comparer à celui de Wright à New York et qui, d'après moi, était effectivement un terme de réflexion intériorisé par Gehry. Ici, vous voyez ce foyer dans sa partie supérieure. Et les galeries. Je voudrais terminer sur les galeries. Les galeries qui sont de deux types, qui sont des galeries orthogonales, comme je l'ai dit, des galeries qui sont faites pour la présentation de la collection et qui sont des galeries presque banales. Krantz y tenait énormément, mais Gehry obtiendra aussi la possibilité de faire ces galeries spécifiques, comme ces deux, l'une consacrée à Sol LeWitt, l'autre à Kiefer, tout éclairé par le sommet, comme c'était déjà précisé, indiqué, annoncé dans le premier projet de 1991. Donc un bâtiment construit de façon extrêmement rapide, un processus d'élaboration très complexe dans les premiers temps, une recherche technologique, spatiale et typologique qui explique pourquoi ce bâtiment reste une sorte de borne milliaire à 20 ans de distance. Sur le plan économique, c'est un succès incontestable. Ce bâtiment a été fréquenté par 4 millions de visiteurs dans les 3 premières années et son succès ne s'est pas démenti. Il a effectivement eu un effet sur l'économie de la ville et généré ce que l'on a appelé l'effet Bilbao, qui est tout simplement l'effet que peut produire un grand projet culturel qui ne se résout pas dans ce cas à l'intervention de Gehry. C'est un projet culturel qui est aussi lié au Guggenheim et la présence d'une très forte collection. Sans la collection du Guggenheim, je pense que l'enveloppe magique de Gehry n'aurait pas eu le même impact économique et symbolique. Merci.